Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aussi nombreux. Vous allez bientôt être une centaine à nous avoir rejoints parce que les connexions continuent. Merci de nous rejoindre sur ce thème qui donc vous intéresse, qui est le risque routier professionnel, le risque lié au déplacement, qui eux-mêmes sont liés au travail. Donc merci à vous, merci à tous les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce webinaire. Merci par avance aux intervenants qui vont vous apporter leur expertise de façon extrêmement concrète, vous allez voir. Je suis Gérald Plequin, je représente PSRE, qui est une association qui œuvre pour la prévention du risque routier, toujours en partenariat régionalement avec je dirais les partenaires dont vous voyez ici la présence sur cette première diapo. Et donc, je vais en 2 mots vous dire comment va se construire ce webinaire, que vous puissiez vous repérer au fur et à mesure de son déroulement. Et de toute façon, il va s'organiser, s'articuler autour de comprendre, évaluer, agir. Comprendre, eh bien, nous verrons quelle est la place du risque routier professionnel dans le cadre du risque routier en général. Nous verrons les aspects d'ailleurs liés aux missions, mais également au trajet domicile-travail. Nous verrons quels en sont les enjeux humains. C'est évidemment là la priorité. Quels sont les enjeux pour une véritable politique de prévention du risque routier. Nous verrons également comment le qualifier, comment l'évaluer. Et ceci, c'est donc la rubrique de la formule, si je voulais dire, comprendre. Et ça va nous amener au deuxième thème qui est évaluer le risque routier. Nous verrons comment nous proposons une démarche d'analyse du risque. On peut analyser le risque routier comme on analyse un risque d'une façon générale, bien que on aboutit forcément, selon les entreprises, le type de véhicule, le type d'activité, à des spécificités qui permettent donc de bien qualifier à chacun son risque, de le traduire dans le document unique d'évaluation des risques, sachant que ce document unique, vous le verrez, on le dira et on vous le redira sans doute, doit forcément, je dirais, déboucher, générer un plan d'action. Et dans le document unique, l'analyse est bien faite et bien structurée, on aura forcément un plan d'action bien structuré avec ses priorités et différents piliers d'action et qui s'inscrira donc dans le temps pour être efficace. Nous aurons des témoignages d'entreprises. C'est important parce que c'est très concrètement comment ça se passe dans l'entreprise, les opportunités, les contraintes, les résultats, peut-être les attentes qui demeurent. Et donc, nous les écouterons, ces témoins d'entreprises de votre région, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Et puis, pour je dirais conclure un peu les exposés, eh bien, nous aurons à cœur de vous dire, voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a des intervenants qui sont à votre disposition, à la fois pour vous donner des ressources, des supports, mais également à votre demande pour intervenir dans les entreprises, pour vous aider si vous en avez envie ou besoin. Nous aurons à la fin une rubrique questions. Alors, vous avez un petit chat qui vous permet de poser des questions par écrit, auxquelles, bien entendu, les intervenants, en fonction de leurs compétences, essaieront de vous répondre de façon extrêmement précise. Enfin, dernier élément, vous aurez probablement dès vendredi à votre disposition sur un lien qui va vous être communiqué la possibilité de télécharger le PDF du diaporama qui va vous être présenté au fur et à mesure de ces interventions. Et comme ça, vous pourrez en conserver, bien entendu, une trace. Bon, les derniers petits conseils habituels, hein, on éteint les caméras et on éteint les micros, sauf bien sûr pour les intervenants. Voilà, et bien écoutez, on ne va pas perdre plus de temps, on va tout de suite commencer. Et je vais inviter monsieur Cyril Crème de la coordination sécurité routière à prendre la parole et nous parler un petit peu de justement ce premier thème qui est comprendre le risque routier professionnel, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il pèse. Monsieur Cyril Crème, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter les chiffres d'accidentalité routière en Haute-Garonne. Alors, un petit préalable sur la donnée accident qui est exploitée en préfecture, comme en préfecture Haute-Garonne, comme dans toutes les préfectures. On n'est pas sur des déclarations des accidents de travail, donc qui sont mobilisés par la sécurité sociale.
C'est vraiment des chiffres qui sont utilisés par les forces de l'ordre, donc qui sont renseignés par les forces de l'ordre via ce qu'on appelle les bulletins d'analyse accidents corporels, donc qui sont liés aux accidents corporels de la circulation. Donc, ce cadre répond à une nomenclature qui est un peu complexe. Je vous ai proposé un extrait sur la diapositive et vous voyez que dans la nomenclature qui est relativement riche du fichier BAC, il y a une partie qui est liée effectivement au trajet. Donc, le fonctionnaire de police ou le gendarme, le militaire de gendarmerie renseigne cette rubrique lorsqu'il constate un accident corporel. Et donc, dans cette rubrique, vous avez une partie qui correspond au domicile-travail. Donc, c'est la première des sous-rubriques de la rubrique trajet. Et il y a une rubrique 4 qui est l'utilisation professionnelle qui correspond en fait à la mission. Voilà. Donc, ce sont ces fichiers BAC en fait qui sont chargés dans des bases informatiques et qui sont utilisés ensuite par les préfectures et ensuite au niveau national pour l'ONISR pour les statistiques nationales sur l'accidentalité routière. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, vous avez vu que dans la nomenclature, il y a quand même une cinquantaine de rubriques à charger, à renseigner, à checker. Donc, on peut avoir des difficultés sur l'exactitude de la donnée de terrain. Donc, en soi, les fichiers BAC peuvent apparaître aussi comme un outil imparfait pour mesurer avec précision l'accidentalité liée au déplacement, trajet et mission. Voilà. Après, il y a d'autres petits, on va dire, biais qui peuvent poser des questions sur la fiabilité quelquefois de l'ensemble des données qui seraient renseignées, parce que généralement, le fonctionnaire de police ou le gendarme réalise un pré-BAC sur le terrain pour ensuite charger le BAC sur la partie informatique. D'ailleurs, de temps en temps, ce n'est pas forcément la même personne qui le fait. Donc, il peut y avoir des pertes d'informations ou des erreurs possibles dans ces manipulations. Voilà. Donc, toutefois, ça reste un indicateur quand même qui est important et intéressant dès lors qu'on a un nombre important d'accidents, parce que la donnée statistique est suffisamment volumineuse pour pouvoir effectivement dégager des tendances. Alors, chez nous, en Haute-Garonne, c'est intéressant parce qu'on a à peu près un chiffre de 900 accidents corporels de façon annuelle. Donc, hors contexte Covid, puisque l'année 2020, on regarde des mesures de restriction de la circulation, on est tombé à 650 accidents corporels. Donc, une chute très importante d'environ 30% des accidents. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, sur la courbe qui vous est présentée, donc on a cumulé les accidents corporels de 2015 à 2019, donc sur une base de données 5 ans. Donc, ce qui nous montre à peu près 4600 accidents de la circulation. Et donc, la courbe en bleu, c'est l'accidentalité générale, c'est-à-dire c'est tous les accidents corporels, sur un rythme horaire de minuit à 24 heures, donc sur une journée entière. Et la courbe en rouge sont les accidents liés au travail, donc trajet plus mission. Et vous constatez qu'en fait, les courbes sont en phase, et notamment dans les pointes, c'est-à-dire au moment des heures de pointe du matin et des heures de pointe du soir. Donc la conclusion, c'est que l'accidentalité générale est très liée à l'accidentalité liée au travail. Donc on a une corrélation très forte entre les deux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Non, voilà, merci. Donc là, on a fait une petite comparaison pour mettre en relief un petit peu ce qui se passait dans le département et ce qui se passe sur la région. Donc, je commenterai uniquement la partie du haut qui correspond aux accidents corporels. Vous avez en partie basse les tués, donc qui sont une sous-catégorie des accidentés. Donc, sur la masse des accidents au niveau région et département, vous voyez que les tendances sont quasiment les mêmes. Donc, depuis 2017, on a une baisse, alors plus importante chez nous entre 2018 et 2019, mais puisque c'est la courbe rouge pour la Haute-Garonne et la courbe bleue pour la partie Occitanie. Après, la part importante du département de la Haute-Garonne est liée quand même à la présence d'une métropole, donc la métropole toulousaine, donc qui génère effectivement beaucoup de déplacements. Et donc, ça explique aussi la part importante, la part assez haute de la courbe rouge par rapport à la courbe bleue. Voilà. Sur le graphe de droite, vous pouvez constater qu'on a en région comme en département une proportion
d'environ un tiers, deux tiers, c'est-à-dire qu'on a un tiers de l'accidentalité routière qui est liée aux accidents de travail, donc trajet et mission. Les deux autres tiers étant pour d'autres motifs de déplacement, type loisirs, consommation, voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. On a fait une petite analyse pour le département de la Haute-Garonne sur le type de réseau routier sur lequel se produisaient les accidents. Donc, que ce soit en accidentalité générale, donc ce sont les bâtons bleus, ou les accidents qui sont liés au travail, donc les bâtons rouges. Vous voyez que le comportement est quasi similaire par nature de réseau routier. Et vous constatez surtout que le plus grand nombre d'accidents a lieu sur le réseau secondaire, donc le réseau généralement des conseils départementaux ou les réseaux métropolitains en dehors des voies structurantes d'agglomération. Et le petit réseau de desserte, qui est le réseau de voies communales qui est connecté aussi avec le petit réseau routier départemental de catégorie 2 ou de catégorie 3, donc qui sont les plus petites routes sur les départements. Voilà, c'est le réseau qui est le plus captif aux accidents, y compris les accidents liés au travail. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en synthèse, ce qui me paraît important de relever, c'est que l'accidentalité liée au déplacement de trajet émission constitue une part importante de l'accidentalité routière. Donc, c'est un enjeu qui est bien identifié à l'échelle nationale et dans le cadre des documents locaux que font les préfets, donc qui s'appellent les documents généraux d'orientation, les DGO de sécurité routière. Donc, c'est un axe de travail capital avec l'enjeu de réduire effectivement l'accidentalité liée au travail. En développant des actions de prévention dans les entreprises pour mieux sensibiliser les employeurs et les salariés et rechercher les causes, donc avec des dispositifs à mettre en place dans les entreprises. Vous pouvez aussi avoir le fait de s'appuyer sur des fonctionnements réseau d'entreprises dédiés à la sécurité routière. Donc, il existe des clubs entreprises. Donc, il y en a un notamment en Haute-Garonne. Hein. Et après, il y a une question aussi peut-être de la performance économique de l'entreprise. Donc, en intégrant l'ensemble des coûts, donc tous les coûts externes qui sont non monétarisés, donc le traitement administratif des dossiers, la réorganisation du travail quand il y a un remplacement lié à un personnel qui a subi un accident de la route dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, tous ces coûts-là qui ne sont pas forcément monétarisés quand il y a un accident de la route, voilà, ce sont peut-être des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, après mon micro. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Cyril Crème, pour ces informations très essentielles et très concrètes. Personnellement, j'ai été frappé par la courbe que vous avez projetée, qui répartit les accidents selon les heures de la journée. On voit bien, évidemment, la corrélation qu'il y a entre les déplacements liés au travail et les accidents en général. Mais comme c'est vraiment très concentré le matin et le soir ou fin d'après-midi, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment très lié au trajet domicile-travail? Est-ce qu'on peut affirmer ça? À la mission, a priori, je dirais, les accidents peuvent avoir lieu tout le temps dans la journée, quand les gens en mission se déplacent. Alors, la courbe ne distingue pas la partie trajet et mission, puisqu'on a cumulé en fait les deux dans le cadre de l'accidentalité globale liée au travail. Tout à fait. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'effectivement, les pointes, parce que dans les heures de pointe du matin et heures de pointe du soir, vous pouvez avoir des trajets mission. Il n'y a pas uniquement du domicile-travail. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on peut avoir des gens qui sont sur des horaires sur lesquels ils sont effectivement sur des missions. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout en retenir, c'est le phasage et le fait que les courbes sont vraiment très cohérentes entre elles, c'est-à-dire que les fonctionnaires de police ou de gendarmerie, chaque fois qu'ils renseignent leur bac, ils constatent que la personne était en mission ou en déplacement domicile-travail sur… je ne parle pas des tués, bien sûr, hein, mais sur les accidents dans lesquels on a des blessés. Oui. Voilà, c'est le cas. Bon, pour ce qui concerne les tués, les données nationales concluent qu'il y a à peu près 3 fois plus de tués dans le cadre d'accidents liés au trajet domicile-travail que d'accidents liés à la mission. Est-ce qu'on peut dire, à partir de ces chiffres, qu'au fond, même les entreprises qui n'ont pas
beaucoup de déplacements mission, et il y en a, ont forcément des déplacements trajet domicile-travail. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que vraiment toutes les entreprises sont concernées par ce risque routier et donc vont être concernées par la nécessité de prévention du risque? Ah oui, effectivement. Enfin, moi, ça me paraît être un point fondamental, c'est qu'effectivement, l'enjeu de la prise en compte des problématiques de domicile-travail, c'est aussi effectivement une responsabilité des entreprises, ça c'est certain. Merci, Monsieur Ourier. Vous nous permettez de comprendre donc ce qu'est ce risque routier professionnel, resitué dans le risque routier en général. Et bien justement, on va maintenant essayer de voir comment on peut l'évaluer, comment on peut, dans chaque entreprise, en faire une analyse de façon après à pouvoir entreprendre des actions qui soient utiles et efficaces. Qui est-ce qui prend la parole alors tout de suite? Ça va être donc Monsieur Christian Mampouya. Je pense que c'est Monsieur Ourier. C'est monsieur, pardon, excusez-moi. Vous avez la parole. Oui, oui, je vous vois, c'est bon. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, Guy Ourier, effectivement, ingénieur conseil à la CARSAT. Donc, moi, je vais vous faire un focus simplement sur, effectivement, le risque accident du travail, mission et accident de trajet. Côté régime général de la sécurité sociale, puisque ce sont les entreprises, je dirais, que nous couvrons sur ces différents risques en tant qu'assureur. Donc, on va changer de diapositive. Donc, juste sur cette première diapositive, un rappel de ce que sont les accidents appelés missions, qui sont bien des accidents qui surviennent pendant que le salarié réalise sa mission au nom de l'entreprise, et le salarié, pendant cette période, est sous l'autorité du chef d'entreprise, bien sûr, qu'il y a effectivement les accidents également qui sont sur le trajet entre sur la route entre le domicile et le lieu de travail. Et donc, on va reconnaître effectivement ces accidents sur ces trajets qui sont prédéfinis, sachant que les accidents qui ont lieu dès l'instant où on sort de ce trajet, donc, ne seront pas couverts effectivement par le risque AT-MP et la branche accident du travail, maladie professionnelle. Donc, en règle générale, bien sûr, ce sont des accidents de circulation qui sont indemnisés par la couverture accident du travail. Donc, comme le disait M. Krem, ça représente un tiers des accidents routiers sur le territoire national. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc cette diapositive, juste pour, je dirais, rappeler que l'évolution entre 2018 et 2019, sur le plan général, en termes de sinistralité, est plutôt positive, effectivement, que ce soit sur les accidents avec arrêt ou sur les accidents graves, puisqu'on voit que sur Midi-Pyrénées, on a une baisse de 11,3%, toute sinistralité confondue, que malheureusement, on a une hausse des accidents de type décès sur l'ensemble donc de cette sinistralité. On va passer à la diapositive suivante. C'est quelque chose que l'on retrouve lorsque l'on prend le focus sur les accidents de trajet. Donc, on voit effectivement qu'il y a là aussi il faudrait remonter d'un cran sur la diapositive. Voilà, merci. Donc, on voit effectivement qu'il y a une légère baisse des accidents de trajet avec une baisse de 0,2% sur Midi-Pyrénées au niveau de… on n'est pas sur la région, mais bien sur le territoire, et une baisse de presque 10% sur les accidents graves, mais que malheureusement, on conserve effectivement cette hausse de plus de 20% sur les accidents qui débouchent sur un décès. On peut voir ici effectivement que ces accidents liés au trajet représentent 32% de la totalité des décès qui surviennent à l'occasion du travail ou pour aller au travail. Lorsqu'on cumule les décès accidents du travail et les décès trajets, effectivement, tout ce qui concerne la circulation routière représente 32% de ces décès. Donc, on a bien effectivement cette importance au niveau de la fréquence et au niveau de la gravité de ces accidents que l'on retrouve ici, alors avec un focus qui est issu des données agrégées entre le régime général et la mutualité sociale agricole, où on voit effectivement que les conséquences sont particulièrement graves dans ce type d'accident, avec
4,1 millions de jours d'arrêt de travail chaque année. Donc, ça représente à peu près 16 000 salariés arrêtés toute une année. Et surtout, on est sur 77 jours d'arrêt moyen sur chacun de ces accidents de la route, ce qui est 10 jours de plus que les accidents, je dirais, classiques hors circulation routière. Bon, on est bien effectivement sur un accident, sur une accidentabilité plus importante, notamment en termes de gravité. Et on va passer à la diapositive suivante. Donc, on voit effectivement qu'il y a effectivement un certain nombre d'accidents qui sont directement liés à la mission, qui sont différents des accidents de trajet. Et donc, si on fait ce focus sur les accidents de mission, on retrouve 3,1% des accidents de travail qui sont liés à cette mission. On retrouve 4,7% des accidents graves qui sont liés effectivement à cette notion de mission, mais 20,6% des accidents mortels. Donc là encore, que l'on soit sur les accidents de trajet, que l'on soit sur les accidents de mission, on est bien sur des accidents qui ont un coût humain extrêmement important et donc qui vont pénaliser bien sûr l'ensemble des familles et des personnes, qui vont pénaliser également les entreprises, je dirais, de par la perte des compétences qui vont avec et qui ont un impact économique également très important effectivement sur l'ensemble des entreprises. Et je le reprécise, à la fois pour le côté mission, où là on voit bien le lien, je dirais, entre l'organisation du travail et les risques auxquels sont exposés les salariés, mais également sur les accidents de trajet, où on sait aujourd'hui, bien sûr, que les entreprises ont aussi, je dirais, un impact certain sur la maîtrise de ces risques de par l'organisation, effectivement, du travail qu'ils peuvent proposer à leurs salariés et de par, je dirais, l'accompagnement de ces salariés à la maîtrise de ces risques, ne serait-ce que par l'augmentation et l'amélioration continue de leurs compétences. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il nous paraît important effectivement de continuer à accompagner l'ensemble des entreprises qui le souhaitent, notamment sur des plans d'action qui vont permettre de couvrir l'ensemble de l'organisation, je dirais, des déplacements pour aller au travail ou pour réaliser effectivement le travail et la mission. Merci beaucoup, Monsieur Ourier, c'était vraiment très, très, très clair. En fait, vous avez bien effectivement insisté sur le fait que mission et trajet domicile-travail sont tout à fait concernés. Et puis, il y a un aspect que je retiens aussi parmi les informations que vous nous avez données, c'est au-delà du drame humain dû aux accidents de la route et dans le cas du travail en particulier, c'est les conséquences économiques. J'ai noté plus de 4 millions au niveau national, plus de 4 millions de journées de travail perdues. Un coût, chaque accident, et qu'il soit mission ou trajet de travail, a vraiment un coût économique pour l'entreprise. Au fond, pour une PME, l'accident de travail qui crée un décès, ça arrive quand même, heureusement, très peu souvent au niveau d'une entreprise. En revanche, l'accident matériel, voire corporel, peut arriver plus souvent et il a des conséquences économiques auxquelles chaque entreprise peut demain se trouver confrontée. Est-ce que vous me confirmez dans cette approche ? Tout à fait, et c'est vrai que ces conséquences économiques sont à la fois liées, je dirais, au coût, je dirais, direct de cette sinistralité, c'est-à-dire aux cotisations qui peuvent en découler, mais c'est surtout bien souvent lié à la désorganisation de l'entreprise, puisque bien naturellement ces accidents ne peuvent jamais ne sont pas prévus et ne rentrent pas dans l'organisation du travail, évidemment, et par conséquent, ça génère souvent une désorganisation importante et ça peut générer des surcoûts, effectivement, de production qui sont importants pour l'entreprise et qui vont pénaliser cette entreprise en termes de performance de façon très, très, très importante, notamment, bien sûr, lorsque c'est un accident mortel, mais aussi lorsqu'il s'agit d'accidents graves où on l'a vu, des nombres de jours d'arrêt qui sont plus importants que sur la sinistralité classique. Donc, les coûts indirects sont d'autant plus importants, effectivement, sur cette sinistralité grave pour l'ensemble des entreprises, mais aussi particulièrement pour les petites entreprises qui ont bien sûr du mal à remplacer leurs salariés au dernier moment.
Tout à fait. Okay, merci beaucoup. Après ce tableau des enjeux fondamentaux du risque routier en général et pour l'entreprise, ce tableau qui va constituer un peu une transition avec cette démarche d'évaluation dans l'entreprise que va nous proposer Christian Montpouillat. Donc Christian, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Sur mon intervention, je vais vous rappeler rapidement quelques obligations réglementaires. Mon intervention portera sur 3 points essentiels, c'est-à-dire l'obligation de prévention, le document unique et le référent santé-sécurité au travail. Alors, concernant les obligations de prévention, il est bien entendu fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, cela passe par la mise en place des actions qui portent sur les actions de prévention, bien entendu, mais également sur les actions de formation, d'information des travailleurs. Il est également question de la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Voilà donc les 3 mesures que doit prendre l'employeur pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Ensuite, bien entendu, ces mesures se fondent sur les principes généraux de prévention que nous verrons sur la diapositive suivante. Donc, sur les principes généraux de prévention, effectivement, il s'agit, dans un premier temps, d'éviter les risques. Donc, ça, c'est le premier principe. Ensuite, par rapport au risque routier, il est question pour l'employeur d'adapter le travail à l'homme en faisant un choix des équipements de travail, des méthodes de travail et de production qui soient non pathogènes, non accidentogènes. Il doit également tenir compte de l'évolution des techniques. Et il doit également, par rapport aux principes généraux de prévention, planifier la prévention en y intégrant l'aspect technique, l'organisation du travail. Il doit également, enfin, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Diapositive suivante. Alors, le document unique, effectivement, il est fait obligation à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. À ce titre, il doit mettre en œuvre des actions de prévention qu'on a vu précédemment. Et donc, l'employeur transcrit dans un document unique les résultats de son évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Et donc, juste une précision pour bien préciser, voilà, ça fait une répétition, une précision pour bien comprendre l'enjeu du document unique en entreprise, c'est avant tout un outil de prévention, au-delà de l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que le document unique doit s'inscrire dans une démarche collective et dans un cadre de dialogue social. C'est-à-dire que l'établissement du DU est une obligation qui est comme l'employeur, mais l'employeur doit s'entourer de tous les salariés, de tous les acteurs internes de l'entreprise, et même c'est un outil de prévention qui va favoriser le dialogue social en entreprise. Diapositive suivante. Et donc, le document unique, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une obligation qui incombe à l'employeur. Donc, c'est un document qui est élaboré par l'employeur. Il comporte 3 phases essentielles. La première, c'est le recensement des dangers potentiels. Ensuite, après le recensement des dangers potentiels, il est question d'évaluer les risques encourus par les travailleurs. Et dernière phase, c'est planifier les mesures de prévention pour justement réduire ou supprimer les risques au niveau le plus bas techniquement possible. Donc, c'est déjà un outil de prévention qui va permettre derrière de soit supprimer les risques, soit réduire le risque au niveau le plus bas ou les minimiser autant que faire se peut. Voilà. Et donc, pour réaliser le document unique, l'employeur n'est pas seul, bien entendu. Il peut se faire accompagner par des acteurs de prévention que vous avez sur la diapositive, c'est-à-dire les services de santé au travail, les CARSAT, l'OPPBTP, la MSA et les IPRP qui interviennent, qui sont enregistrés par la DRET et qui interviennent au niveau des entreprises. Donc, l'employeur n'est pas tout seul face à cette obligation-là. Et donc, pour prévenir le risque routier professionnel, il existe 4 domaines de prévention qui doivent figurer dans le plan d'action. Le premier domaine, c'est l'organisation des déplacements. Le deuxième, entretien des véhicules. Le troisième domaine, communication au volant. 4e domaine, la gestion des compétences. Donc, dans un document unique, au niveau du plan d'action concernant le risque routier, on doit retrouver ces 4 domaines. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Voilà, pour finir mon intervention, j'aimerais faire un focus sur le référent santé-sécurité au travail. C'est une obligation qui incombe à l'employeur depuis le 1er juillet 2012. Donc, ça fait plus de 19 ans qu'on en parle déjà, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est une obligation qui permet derrière à l'employeur d'avoir une ressource en interne dans l'entreprise qui va l'aider sur les aspects santé-sécurité, qui va l'aider à reprendre à ses obligations de prévention en matière de santé-sécurité des travailleurs. Et donc, le référent santé-sécurité va être désigné par l'employeur. Après la désignation, effectivement, on doit réfléchir à la compétence de ce référent, c'est-à-dire que ce référent doit être compétent sur les aspects santé-sécurité au travail. S'il n'est pas compétent, si elle n'est pas compétente, cette personne, elle doit être formée. Ensuite, elle doit disposer des moyens et du temps nécessaires pour réaliser son activité. Donc, ça, c'est aussi un élément très important par rapport à la mission qui incombe au référent santé-sécurité au travail. Donc, c'est bien une ressource en interne qui va permettre à l'employeur de reprendre à ses obligations. Lorsque, dans l'entreprise, cette compétence n'est pas possible, effectivement, il est donné la possibilité à l'employeur de recourir à une ressource externe, donc qui porte au niveau des IPRP, des services santé au travail, mais également des IPRP qui sont externes, qui sont enregistrés au niveau de la DRECT, donc ancienne directe. J'en ai terminé pour ma partie réglementaire. Merci Christian Mampouya. Vous avez bien dit, et je l'ai noté au passage, que le document unique est vraiment une plateforme pour ensuite générer un plan d'action. Ce n'est pas une fin en soi, le document unique. Néanmoins, d'expérience, le risque routier a longtemps été relativement difficile à appréhender pour les entreprises parce que c'est un risque extérieur. On a l'impression d'avoir moins d'actions possibles que sur une machine-outil, par exemple, dans l'entreprise. Et il est resté longtemps un peu, le risque routier, le parent pauvre du document unique. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, de par vous, la connaissance que vous avez de l'entreprise? Et donc, le risque routier, donc, c'était un risque qui a été retenu prioritaire dans le cadre du plan santé-travail 3. Donc, à ce titre, au niveau national, on pousse pour que ce risque soit intégré dans le document unique. Et donc, actuellement, on constate clairement qu'il y a du progrès, hein, mais on n'est pas au bout de nos peines encore. Donc, il y a encore une marche de progrès à entreprendre. Et donc, il faut continuer à sensibiliser les employeurs afin que le risque routier soit considéré comme tous les autres risques auxquels les travailleurs sont exposés dans le cadre de leur activité. D'accord. Merci Christian Mampouya. Eh bien, je vais vous relayer pour apporter un petit éclairage sur un aspect qui est le suivant, c'est que l'entreprise a une obligation de prévention, a l'obligation, et vous venez de le rappeler très précisément, de porter au document unique une évaluation du risque routier qui débouchera ensuite sur des actions, mais elle a aussi des responsabilités. Obligation, responsabilité, le fait-elle pas? Donc, on va apporter quelques précisions là-dessus. Nous avons, il y a PSRE, il y a maintenant 3 ans, je crois, mais c'est pas si vieux que ça, fait un sondage qui notamment posait 2 questions aux dirigeants qui étaient sondés. La première, est-ce que vous pensez que votre responsabilité de dirigeant d'entreprise, donc on s'adresse là à la personne, hein, et pas forcément à la personne morale, peut être recherchée en cas d'accident de la circulation d'un salarié au cours d'une mission? Eh bien, à notre satisfaction, une grosse majorité des dirigeants d'entreprise ont répondu oui, effectivement, notre responsabilité peut être recherchée. Il y en a encore quand même un petit pourcentage qui pense que non, et à nous de les convaincre que, parce que vous le savez tous ici, que oui, effectivement, la responsabilité peut être recherchée. Et la deuxième question sur la diapo suivante, c'est même question, mais en cas d'accident de la circulation d'un salarié, sur la diapo suivante, au cours d'un trajet, elle ne passe pas? Voilà, super, merci. Donc, au cours d'un trajet domicile-travail. Et là,
c'est beaucoup plus mitigé puisque, allez, en gros, la moitié des dirigeants pensent que non, leur responsabilité ne peut pas être recherchée en cas d'accident de la circulation d'un salarié, sans doute parce qu'ils pensent qu'au fond, le salarié, il prend sa propre voiture, il rentre chez lui, il peut aussi s'arrêter chez le boulanger ou autre, ou aller chercher les enfants à l'école, et qu'au fond, il n'a vraiment aucune action là-dessus. Et donc, il y en a la moitié qui pense que non, et grosso modo, la moitié qui pense que oui. Alors, qu'en est-il en fait? Voyons sur la diapo suivante, si vous voulez bien. Alors, l'accident routier, l'accident, je vais généraliser d'ailleurs, routier, ça fait penser plutôt à la voiture, mais vous savez qu'il y a une quantité de façons de se déplacer, de faire des déplacements liés au travail. Donc, l'accident sur un déplacement lié au travail est un accident du travail. L'employeur, mais pas seulement lui, parce qu'il peut y avoir des délégations de pouvoir dans l'entreprise, notamment au niveau des cadres. Donc, les responsables du salarié pourront voir leur responsabilité recherchée si un salarié est victime d'un accident au cours d'une mission. Bon, aujourd'hui, ça tombe sous le sens parce que le conducteur, en fait, c'est un salarié qui est le préposé de l'employeur et qu'il existe bien un lien de subordination créé par le contrat de travail. C'est l'employeur qui, au cours d'une mission, dit tu prends tel véhicule pour aller à tel endroit, effectuer ta mission. Donc, sa responsabilité est forcément engagée. Et s'il y a un accident, on regardera si tout était fait pour prévenir cet accident dans l'entreprise. Diapo suivante, concernant le trajet domicile-travail, eh bien, dans certaines conditions, effectivement, l'employeur ou les responsables du salarié pourront voir leurs responsabilités recherchées. Là, c'est moins systématique, mais attention, on a maintenant des cas où effectivement la responsabilité a été prouvée. Je vais vous en donner tout d'abord un exemple dans la diapo suivante qui a fait jurisprudence, qui est bien connu maintenant dans nos services. Ça s'est passé du côté de Lyon, suite à un repas de fin d'année servi sur le site de son entreprise, en dehors des heures de travail. Un salarié en état d'ébriété se tue au volant de son véhicule en rentrant chez lui. Il était bien sur le trajet domicile-travail et la famille a exercé un recours contre l'employeur. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, diapo suivante, si vous voulez bien. Eh bien, l'employeur et deux salariés qui étaient en fait responsables de la personne qui s'est tuée, qui ont bien cherché à le dissuader de reprendre la route, mais qui n'ont pas réussi, mais qui auraient dû réussir en fait. Ont été poursuivis au pénal, donc c'est à titre personnel et au pénal, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Ils l'ont laissé se mettre en danger parce qu'il était en état d'ébriété et qu'il a pris sa voiture. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel de Lyon et elle les a condamnés à verser des dommages et intérêts aux proches de la victime. Alors, c'est pas pour faire trembler tout le monde que je donne cet exemple-là, je dis simplement que cela peut arriver. Le cas de l'alcool, vous savez, c'est pas rare l'alcool dans les pots d'entreprise, vous le savez comme moi, il y a de l'alcool qui est autorisé, c'est le vin, c'est la bière, etc., ce qu'on appelle les alcools doux, des boissons douces, disons, et d'autres qui sont effectivement interdites, comme le whisky, par exemple, les alcools durs ou forts, mais ce qui est autorisé peut suffire à ce que des employés repartent chez eux en état d'ébriété. Donc, il faut absolument prendre toutes les mesures pour qu'ils ne se mettent pas en danger si on ne veut pas être confronté justement à un risque de mise en responsabilité. Ceci dit, bon, une entreprise qui met bien en place un plan de prévention qui voit quand même un accident passer à travers les mailles, sera sans doute l'objet de plus d'indulgence qu'une entreprise qui, elle, ne fait rien, même sciemment rien en termes de prévention du risque routier, et qui, dans certains cas, pourra même risquer d'aller jusqu'à la faute inexcusable. Donc, on vous encourage à mettre en place un vrai plan de prévention. D'abord, ça diminuera les accidents et ça vous mettra un peu plus à l'abri de votre responsabilité. Alors, il y a eu en 2019 un sondage fait par AXA sur les comportements au volant. Alors, sur un plan général, il y a eu d'une part une baisse de grandes causes d'accidentalité, la forte alcoolisation, mais qui subsiste, je viens de vous donner un exemple, et la grande vitesse. En revanche, il y a des comportements dangereux qui apparaissent. Alors évidemment, et ça tout le monde le sait, c'est l'utilisation du mobile au volant. Et là, je dirais, ça va au-delà. Hein. C'est même tout ce qui est système d'information embarqué avec lequel on peut manipuler de l'information, rechercher sa route, tout ceci en conduisant. Ça va au-delà de la communication téléphonique, bien sûr.
Et puis la conduite en étant fatigué, ça c'est important. La somnolence est une des grandes causes effectivement d'accidents de la circulation. Et le travail pourrait parfois en être la cause. On va y revenir tout à l'heure, dans un instant. Et puis, il y a la banalisation des petits comportements dangereux. On ne s'arrête pas au feu orange, on fait le feu rouge glissé, comme on dit, ne pas mettre son clignotant. Il n'y avait personne derrière, donc pourquoi mettre son clignotant? Ou ne pas respecter les zones 30, c'est parfois difficile, mais je dirais, ça fait partie des comportements, ce qu'on appelle les petits comportements dangereux. Et puis, surtout, alors, boosté par la crise sanitaire, il y a eu, notamment sur les grandes métropoles, et pas seulement Paris, le développement des nouveaux engins de déplacement personnel motorisés, trottinettes et autres, et bien sûr le vélo, qui génèrent de nouveaux risques et donc de nouveaux accidents. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution des comportements dans le cadre du déplacement lié au travail, ça c'est la diapo suivante. Il y a des prises de risques qui sont liées à la recherche de performance. Et oui, on est longtemps et sans doute encore, on considère que le salarié qui va vite, c'est qu'il est performant, il fera du travail dans sa journée, donc il y a une sorte d'autorisation morale de la vitesse, et notamment sur les réseaux, par exemple les réseaux secondaires, où on dépasse quand même largement les vitesses, et les autoroutes, où on dépasse plus de la moitié, dépasse les limites admises. L'usage du mobile au volant, on travaille, donc on a besoin de téléphoner, etc. Bon, ça, c'est pas parce qu'on en a besoin que c'est pas tout aussi dangereux que si on n'est pas au travail. Et ça, c'est un des phénomènes qui va d'ailleurs croissant. La conduite en étant fatigué, peut-être que certains considèrent que, moi je ne porte pas de jugement là-dessus, qu'on demande beaucoup, voire de plus en plus, qu'il y a eu en plus au cours de la pandémie des sujets de stress, de perte de repères, de crainte, etc., ou de surcroît de travail qui ont fait qu'on était davantage fatigué, et ça peut créer et surtout aussi qu'on a constaté qu'il y avait une prise de médicaments et d'anxiolytiques qui avait progressé, ce qui peut créer de la fatigue, de la somnolence, avec évidemment, je dirais, ce non-respect d'arrêt tous les 2 heures qui est largement conseillé pour pouvoir récupérer, se détendre, et éloigner la fatigue. Et puis les petits comportements dangereux, plus nombreux que la moyenne des Français, à ne pas s'arrêter à l'orange. Oui, on est au boulot, donc on est pressé, et ça, entre guillemets, ça semble justifier qu'on prenne ces risques. Donc, je dis attention, parce que il y a du travail à faire ici vis-à-vis des salariés, et c'est entre autres, pas seulement le rôle de l'État, mais entre autres le rôle de l'entreprise, de sensibiliser, et de veiller, je pense notamment aux symptômes de fatigue ou autres, à ce que les salariés ne se mettent pas ne se mettent pas autant en danger que ce sondage semble le dire. Voilà, je voulais simplement apporter un petit focus là-dessus. Et on va rentrer maintenant un peu plus concrètement dans le plan d'action. Et je vais inviter Karine Billac, qui est gérante des transports du Clos, à nous dire ce qu'elle fait dans son entreprise, comment, au fond, elle illustre tous les bons conseils qui ont été donnés jusqu'ici par nos experts. Karine Billac, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Je vais vous présenter un petit peu l'entreprise. Si vous pouviez mettre la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc nous sommes une entreprise qui travaille dans la collecte de lait depuis 1985 sous forme SARL. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions dans notre cœur de métier. Puisqu'on est passé des attelages avec les chevaux et les bidons à de grosses semis. Donc, les contraintes sont forcément plus du tout les mêmes. Voilà, avec une évolution aussi au niveau du marché, avec des clients de moins en moins nombreux, des exploitations de moins en moins nombreuses, donc de plus en plus de kilomètres à effectuer, et avec des cadences de plus en plus importantes, en fait. Donc, avec des collectes qui se font sur le jour, sur la nuit, sans interruption, du lundi au dimanche et toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, une forte sollicitation du matériel et forcément des forces humaines aussi. Voilà.
si je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, une forte sollicitation au niveau du matériel qui, de ce fait, est renouvelé souvent tous les 3 ans au niveau des camions, puisque nous avons une utilisation qui va de 21h sur 24 à 18h sur 24 pour les véhicules. Voilà. Pas des salariés, bien entendu, mais des véhicules. Donc, l'entretien aussi de tous ces véhicules est fait au sein d'un même groupe afin de suivre le fil conducteur au niveau de la maintenance mécanique, qui est coordonné, bien entendu, par les garages et par le chef d'équipage de notre équipe. Et avec en particulier une grosse attention sur le pneumatique, qui est fortement sollicité. Nous avons mis en place des outils afin de faciliter le changement de pneumatique, qui est quelque chose qui sollicite énormément le squelette. Donc, avec une clé dynamométrique qui a été acquise pour faire un travail de précision et, par exemple, aussi un démultiplicateur de force pour éviter de trop forcer et de se faire de fortes douleurs au niveau du dos, qui est quand même une des premières causes d'arrêt maladie dans les entreprises comme les nôtres. Au niveau aussi de l'activité nocturne, qui est aussi la nôtre, puisque nous travaillons jour et nuit, on a fait l'acquisition aussi de lampes frontales, ce qui permet de se repérer, parce que nous sommes dans des lieux forcément qui sont assez retirés et obscurs, les exploitations agricoles, avec bien entendu pas de personnes autour, donc vaut mieux savoir où c'est qu'on va. Voilà, si je pouvais avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons fait aussi l'acquisition de témoins de serrage, ce qui permet à un coup d'œil au chauffeur de vérifier ses pneumatiques avant de partir. Ensuite, nous avons fait aussi des investissements, en fait, par rapport à l'environnement. Où à chaque fois que nous passons commande d'un nouveau véhicule, en fait, nous faisons le point avec nos équipes, les chauffeurs, le chef d'équipage et moi-même qui vais dans les véhicules pour me rendre compte des conditions de mes salariés, ce qui est quand même la meilleure des façons de pouvoir anticiper les problématiques qu'on peut rencontrer, notamment au niveau des différences climatiques avec de nombreuses descentes du camion. Montée et descente du camion avec des écarts de température qui sont quand même conséquents. Donc, on a essayé quand même de favoriser un confort certain du camion avec le siège chauffant, par exemple, le frigo pour le casse-croûte, enfin, des choses de ce style-là. Et notamment aussi par rapport aux conditions extérieures avec un dégivrage pour les rétroviseurs. Et nous avons mis en place aussi cette année un listing avec tous les clients afin de pouvoir téléphoner aux clients quand il y a vraiment de grosses intempéries, comme on a pu connaître cette année avec la neige et les inondations dans certains secteurs où nous sommes intervenus. La diapo suivante, merci. Ensuite, nous avons fait aussi une intervention en fait au niveau de l'éco-conduite, au niveau de nos équipes. Avec l'achat de nouveaux véhicules, nous avons eu un formateur qui a pu expliquer à nos salariés comment utiliser différents aspects techniques du matériel afin d'avoir une conduite plus souple, plus raisonnable en termes de consommation de carburant, mais aussi beaucoup plus souple en termes de concentration et de fatigue mentale, puisqu'en fait, chaque salarié peut avoir tous les jours en fait un relevé de sa façon de conduire. Par exemple, le nombre de coups de frein, le nombre d'utilisations de la roue libre. Et dès qu'il y a eu ces mesures en place, on a vraiment, tous ceux qui ont eu les formateurs ont vraiment changé de comportement. Ça a été vraiment spectaculaire au niveau des pourcentages, puisqu'ils ont chacun leur pourcentage. Et ça crée une petite émulsion et dynamique entre les salariés qui est très, très intéressante en fait. Et nous avons mis aussi l'accent sur tout ce qui est la sensibilisation aux addictions
avec notamment des fiches de conduite à tenir en cas de comportement inhabituel, puisque les salariés se le relaient entre eux et qu'ils ne passent pas par l'entreprise. Donc, moi, je ne peux pas les voir. Donc, il faut essayer de mettre des choses en place pour éviter qu'il y ait justement des accidents. Voilà. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, pour faire le document unique, moi, j'ai eu quand même quelques difficultés au départ. C'est quelque chose que je voulais faire dès que je suis arrivée dans l'entreprise il y a 2 ans. Donc, j'ai fait appel, en fait, à M. Vérac, qui est préventeur à la médecine du travail. J'ai été mis en relation avec M. Vérac grâce à une personne qui est à la Chambre de l'industrie et du commerce, en fait, où j'avais fait une matinée de sensibilisation pour les risques routiers, qui nous a mis en relation, en fait, afin de mettre en place, de mettre à jour le document unique qui est, comme chacun sait, un travail de tous les jours, qui n'est pas figé, qui est évolutif et qui évolue en fonction des challenges qu'on se fixe à court terme, moyen et long terme, parce que des fois, on entreprend des choses, ça aboutit qu'au bout d'un an. Par exemple, nous, cette année, on a essayé de limiter justement les problèmes de dos avec l'acquisition d'une machine avec l'aide de la CARSAT pour pouvoir démonter les pneus, qui est quelque chose de très physique en fait. Et là, nous sommes aussi en train de travailler sur le travail isolé, puisque j'ai des salariés qui sont en poste de nuit, donc avec un système d'alerte qui permettrait de localiser les salariés s'ils font un malaise ou s'ils ont quelque chose qui ne va pas, qui permettrait de déclencher une alerte par rapport à cette situation de travailleurs isolés et de travailleurs de nuit. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup, madame, pour. Écoutez, vous avez assez largement illustré la démarche qui est préconisée ici par les experts, c'est-à-dire s'appuyer, mettre en œuvre différents pôles que sont l'organisation. Vous avez ajouté un pôle d'ailleurs environnement qui est lié à l'organisation et aux véhicules, et puis les actions. J'aime bien cette recherche de, comment dirais-je, d'outils miroirs pour que les conducteurs voient de façon très objective quel est leur comportement au volant, parce que bon, son propre comportement au volant, on le surestime forcément. D'ailleurs, quand on fait des analyses d'accidents, c'est souvent la faute de l'autre, alors qu'en fait, on peut aussi, même si on est dans son droit, avoir des comportements qui permettent d'éviter les accidents. Et donc, cet outil objectif qui permet de mesurer un certain nombre de comportements me paraît très intéressant, parce que bon, il est incontestable, et vous dites vous-même d'ailleurs que c'est un outil qui permet qui a permis de faire évoluer les comportements au volant, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, nous sommes toujours maintenant vraiment dans l'action. Je vous l'annoncer au début. Vous, entreprise, vous n'êtes pas seul pour mettre en place, en œuvre des plans de prévention. Et vous avez donc des exemples, et puis après, on verra les supports, les ressources qui peuvent être mises à votre disposition. Donc, nous avons là une entreprise qui est dans un domaine totalement différent, puisqu'on est dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. Et c'est Madame la docteure Bonnet de Prévaly qui va nous parler des actions qu'elle met en place. Vous avez la parole, docteur. Merci et bonjour à tous. Donc, je suis Manon Bonnet, médecin du travail au sein du service Prévaly. Et donc, je vais vous présenter l'action que nous menons avec Nelly Villanti, ergonome, et Vincent Lorca, IPRP, auprès du service HAD de la clinique Pasteur. Donc malheureusement, les intervenants du service HAD avec qui nous interagissons n'étaient malheureusement pas disponibles aujourd'hui. Donc je me fais leur intermédiaire pour présenter les actions qui sont mises en place. Donc le service HAD de la clinique Pasteur, donc c'est un service qui représente un effectif de 110 salariés, donc qui sont essentiellement du personnel soignant, organisé en équipe pluridisciplinaire, et également des personnels support. Et donc, ils sont répartis sur différentes antennes, donc sur Toulouse, Carbone, Quenfonce-Grive et Auch.
Et donc, c'est une activité d'hospitalisation à domicile, donc avec prise en charge de la douleur essentiellement, des soins palliatifs, de la prise en charge également en oncopédiatrie et de l'éducation thérapeutique. Donc, en termes d'organisation, les soignants font donc des tournées, environ de 4 patients en moyenne par demi-journée. Donc, ils travaillent sur des journées de 12 heures, sont amenés également à réaliser des astreintes de nuit. Et donc, il y a un cycle mis en place avec 6 semaines de travail suivies de 2 semaines de congé. Et donc, ce sont des personnels soignants, mais qui passent du coup beaucoup de temps sur la route. Et ils font donc les déplacements domicile, patient, antenne, avec des véhicules de fonction. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'était pour vous présenter le contexte et vous présenter le service. Alors, pour ce qui est de la demande, donc elle est venue du service lui-même, puisque c'est la directrice du service HAD qui m'a sollicité lors d'un CSSCT pour que nous puissions, pour être conseillés, pour pouvoir réfléchir ensemble à la manière d'approfondir la démarche de prévention déjà existante, puisque donc le risque routier était déjà intégré dans le document unique d'évaluation des risques. Mais là, ce qui était souhaité, c'était des conseils et surtout le fait d'agir en équipe, d'agir ensemble avec un engagement de la direction, du CSSCT, mais également du service de santé au travail, pour pouvoir mettre en place des actions de prévention destinées aux salariés du service HAD sur le risque routier. Donc, suite à cette demande, nous avons proposé une première rencontre avec des membres du service HAD. Donc, nous avons rencontré la responsable qualité, une personne des ressources humaines, le responsable formation, ainsi que l'ingénieur en charge de la gestion du parc automobile. Et donc, cette première rencontre était vraiment vouée à préciser, à faire l'analyse de la demande et à préciser les attentes. Donc, à l'issue, donc là, nous avons fait un tour de table pour que chacun puisse exprimer ses attentes, ses problématiques et ses idées d'action. Donc, ce que nous avons proposé à l'issue de cette première rencontre, c'est donc un accompagnement au management du risque routier professionnel. Et nous avons proposé de cibler certains points qui pouvaient être intéressants, sur lesquels il pouvait être intéressant de travailler. Donc, le fait de mieux identifier les caractéristiques des déplacements, de préciser l'analyse de la sinistralité ainsi que l'analyse de l'organisation des déplacements, étudier les pratiques de communication, renforcer les compétences des salariés et poursuivre et améliorer la gestion du parc automobile. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Et nous leur avons également conseillé d'utiliser l'outil d'autodiagnostic sur la prévention du risque routier afin d'identifier et de prioriser les actions à mener. Donc, suite à ça, nous les avons revus quelques mois plus tard. Et donc, ils avaient travaillé ensemble et réfléchi ensemble et avaient ciblé 2 actions prioritaires et donc à mener courant 2021. Donc, la première de ces actions est l'analyse des appels téléphoniques Bluetooth passés lors des tournées des soignants. Et donc, pour cela, ils ont élaboré un questionnaire à destination des salariés afin de mieux caractériser ces appels, donc tant sur leur nombre que sur leur nature, sur les interlocuteurs et sur le caractère d'urgence. Donc, cette enquête est en cours. Et la deuxième action qui a été ciblée donc par le service HAD, c'était la formation des conducteurs soignants. Et donc, pour cela, nous leur avons conseillé des formations existantes adaptées et orientées vers des organismes de formation pouvant proposer ces formations-là. Donc, à ce jour, nous en sommes là. Et donc, il est prévu que nous nous revoyions à l'automne, si je ne me trompe pas, pour faire le point et voir ce qui a pu être fait depuis notre dernier entretien. Voilà.
Bien, écoutez, on pourra revenir peut-être sur quelques éléments vraiment très importants, mais je pense qu'on peut d'emblée passer la parole à Nelly Vilanti et à Noémie Père, donc des services santé au travail, de Prévalier des services santé au travail. Donc, c'est Nelly Vilanti qui commence? Bonjour. Non, c'est Noémie. Bonjour. Non, c'est Noémie, pardon. Alors, j'avais pris dans l'ordre, vous êtes présenté. Bien, eh bien, c'est à vous, Noémie. Alors, bonjour à tous. Nous, aujourd'hui, on est là pour, déjà, on va se présenter. Je suis Noémie Père, je suis infirmière en santé au travail au service de Muret-Comminges. Je suis Nelly Vilanti, ergonome européenne à Prévaly, également enseignante de la conduite et IDSR, intervenante départementale sécurité routière auprès de la préfecture Haute-Garonne. Voilà, donc nous aujourd'hui on est là effectivement pour vous parler des missions et l'accompagnement des services de santé au travail. Donc pour commencer, on va faire une présentation des missions des services de santé au travail conduites par les équipes pluridisciplinaires. Votre démarche de prévention du risque routier, ce qui fera écho un petit peu à ce qui a été dit avant, l'accompagnement de votre service de santé au travail et des exemples d'accompagnement déployés dans les entreprises. Voilà. Donc pour commencer rapidement, la présentation des équipes pluridisciplinaires. Hein. Donc elles sont coordonnées par les médecins du travail. Il y a des IPRP, des ergonomes, des psychologues du travail, des techniciens en prévention, des infirmiers en santé au travail et des assistants en santé au travail également. Donc dans le but effectivement d'apporter des conseils et un accompagnement aux entreprises en prévention de la santé au travail, et la surveillance de l'état de santé des travailleurs, donc par le biais des visites médicales, mais aussi des entretiens infirmiers, et ce qui permet aussi une traçabilité et qui intervient dans la veille sanitaire. Voilà. On va passer à la suivante. Voilà, en fait, votre démarche de prévention, vous êtes souvent, comme disait Monsieur Ploquin, un petit peu esselé face à la prévention de ce risque. On n'arrive pas trop à savoir par quel bout prendre en fait cette problématique. On va pas revenir en fait sur tout ce que Christian Mampouya de la DRETS vous a présenté auparavant, c'est-à-dire vos obligations. Nous, le service en santé au travail, on va être là plutôt pour vous accompagner sur l'opérationnalisation de votre plan d'action. Un document unique, c'est pas un morceau de papier ou un tableau Excel à laisser soit dans l'ordinateur, soit dans un tiroir. Il faut le faire vivre, ce plan d'action, il faut le réévaluer, il faut voir si ces actions ont porté leurs fruits. Et puis, des fois, vous pouvez aussi être en manque d'idées. Et le fait, nous, de pouvoir suivre l'ensemble des entreprises sur l'agglomération de Toulouse va nous permettre d'échanger avec vous et de vous donner, je dirais, des pistes ou des recommandations. Donc, voilà, ce qui est important, c'est pas tant... je dirais, ce fameux bout de papier qu'il faut avoir, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait concrètement. Voilà, la réalité du terrain, c'est là où nous, en tant qu'équipe, on peut vous accompagner. Alors, comment ça, c'est dans la diapo suivante. Merci Stéphane. Effectivement, bon, l'équipe du médecin du travail, lui, va vous proposer une fiche d'entreprise qui va faire écho et qui va réinterroger votre document unique, s'il est fait. Si vous n'avez pas, pour le moment, pu encore bien travailler sur votre document unique, on est là aussi pour vous aider. Ce sera surtout une photographie à un instant T sur ce qui se passe au sein de votre entreprise au niveau de la mobilité ou des mobilités, à mettre en lien évidemment avec les conditions de travail. Et là, on va pouvoir vous aider, vous donner des astuces, vous donner des méthodes, des démarches qui vont vous permettre effectivement de faire cette identification. Alors, au niveau justement des 4 carrés que vous voyez en second plan, comment on fait? On peut avoir comme cible l'employeur, c'est-à-dire qu'on va vous aider à mieux comprendre en tant que chef d'entreprise, mais également on va peut-être aussi vous accompagner sur des sensibilisations au niveau des salariés, de vos collaborateurs. On peut également participer à des manifestations. Si vous avez décidé dans l'année, notamment par exemple cette semaine, c'était les journées sécurité routière au travail que Philippe Legras va développer plus tard. Mais on a aidé les entreprises et on aide des entreprises là actuellement cette semaine sur cette dimension. Et puis, on va également aller sur les 4 piliers, vous accompagner sur les mobilités, sur la gestion des communications, on verra quelques exemples,
sur la gestion du parc du véhicule et aussi sur la gestion des compétences de vos collaborateurs en fonction de l'activité. Toujours pareil, il ne faut pas décorréler en fait cet accompagnement de ce que font réellement vos collaborateurs. Et c'est ce que j'ai aimé dans le premier témoignage aussi de Madame Billac, c'est elle va sur le terrain et elle va voir ce que ces salariés vivent. Et ça, c'est très riche, hein, c'est très très riche d'enseignement. Voilà, je laisse la parole à Noémie sur le suivi médical, c'est son domaine. Voilà, donc quelques spécificités sur le suivi médical par rapport à la conduite, effectivement. Donc déjà, au niveau des entretiens ou des visites médicales, il y a une évaluation de l'état général du salarié. Plus spécifiquement sur la santé, on va creuser un petit peu l'interrogatoire sur des pathologies pouvant impacter sur la conduite. Hein. On parle par exemple de problèmes cardiaques, de diabète, enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais on va un petit peu cibler sur ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire un questionnement aussi sur les consommations à risque en termes de prévention aussi, d'être acteur sur ça. Et une évaluation des risques. Hein. Le but de ces visites-là, c'est effectivement évaluer les risques et de sensibiliser les salariés à la conduite et aux risques professionnels en lien avec leur poste. Comme l'a dit Nelly tout à l'heure, c'est important effectivement de cibler sur vraiment le réel du métier et des risques réels qu'il y a pour le salarié dans l'entreprise. Et un petit aparté sur le contrôle de la vision, effectivement, en lien avec la conduite. Donc, on va passer sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Par rapport aux tests de dépistage visuel, donc pendant les entretiens, effectivement, l'objectif de ces tests de dépistage, c'est d'abord de sensibiliser le salarié et de l'orienter dans un second temps, si c'est utile, vers un ophtalmologue. Mais d'abord, c'est de vraiment les sensibiliser par rapport à ce suivi-là. Donc, bien sûr, c'est d'évaluer les risques par rapport à ça. Donc, par exemple, dans certaines conditions, le médecin du travail peut retirer un salarié s'il estime qu'il y a un danger pour lui. On pense notamment à des réglementations spécifiques par rapport aux chauffeurs poids lourds ou à certains CACES. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, ce retrait du poste peut se faire temporairement ou définitivement, mais bien sûr, ce sera toujours avec des avis spécialisés d'ophtalmologues ou des spécialistes par rapport à tout ça. Voilà. Donc, par rapport au test de dépistage, on va juste rester sur la diapo précédente, merci. Juste sur les tests de dépistage, ce que l'on recherche déjà, c'est l'acuité visuelle, bien évidemment, qui peuvent se faire, par exemple, par rapport au parino-mono-IS, ce sont les échelles visuelles que l'on connaît tous. Et aujourd'hui, effectivement, on peut aussi faire le champ visuel par rapport à de nouveaux appareils, les visiotests, les campitests. Et par rapport à ces appareils, on peut aller un petit peu plus loin aussi et faire des tests de couleur, de relief. Donc, c'est toujours à terme de dépistage. Hein. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes par rapport à certaines spécificités de poste ou de risque. Voilà. Donc, on a voulu vous illustrer en fait tous ces points avec des exemples d'accompagnement. Donc, on va commencer la première interrogation sur la mobilité. C'est si vous avez un établissement, une usine, un groupe. Déjà, premièrement, on va s'interroger sur la circulation en interne. Donc, on va partir toujours de l'identification des flux en interne et qui se déplacent, pourquoi, comment, etc. pour pouvoir ensuite organiser ces déplacements. Et puis, évidemment, les moyens de locomotion, à un moment donné, on les stocke quelque part, donc on va interroger les stationnements. Donc, du coup, diapo suivante, on va vous donner un petit check de ce que vous… voilà. Toujours pareil, comme on disait précédemment, il faut un dialogue. Vous n'êtes pas seul dans votre entreprise en tant que patron, en tant que chef. Il faut aller peut-être travailler main dans la main avec les instances représentatives du personnel ou avec aussi, pourquoi pas, un échantillonnage des salariés représentatifs de ce qui sont concernés par vos problématiques. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir travailler sur tout, donc on va prioriser. Et ensuite, vous allez travailler effectivement sur tout ce qui est limitation en interne par rapport au respect du partage de cet espace et jusqu'à vous interroger sur l'éclairage extérieur. On va passer justement je donne la parole à Noémie sur l'accompagnement au niveau des animations et des sensibilisations.
Voilà, donc ça c'est important, effectivement, c'est une de nos missions principales aussi. On peut intervenir dans les entreprises pour des sensibilisations en interne dans les entreprises, mais aussi pour des manifestations inter-entreprises, comme on connaît, sur des manifestations plus larges comme FEUR, sur la sécurité routière, tout ça. Là, vous avez quelques petites images sur le parcours alcool, par exemple, sur des simulateurs, sur plein de choses qui peuvent être vivants et qui peuvent être intéressants au niveau des entreprises pour avoir l'adhésion des salariés. Donc ça, c'est des manifestations qui sont intéressantes. Et tout ce qui est support d'information aussi, vos services de santé au travail sont source de support d'information qui peuvent vous aider aussi sur cette prévention en entreprise. Donc là, on a mis quelques exemples, mais il y en a plein. Diapo suivante, voilà, merci. On a choisi de vous parler aussi de l'aménagement des véhicules utilitaires légers. Alors pourquoi? Parce que c'est le transport utilisé le plus fréquemment pour se déplacer et pour travailler. Et ce qui est important, c'est qu'il doit être aménagé en fonction du métier et des exigences du métier, puisque voilà, il peut y avoir des exigences diverses et variées. Pour réfléchir un petit peu à cet aménagement, on l'a classé en plusieurs items pour vous donner un petit peu des axes de travail. Donc là, je vais vous donner juste le nom des items et après, n'hésitez pas à revenir aussi vers vos services de santé au travail et vers vos équipes pluridisciplinaires pour vous aider aussi à définir ces contraintes-là. Voilà, donc déjà, il y a les outils, effectivement, les matériaux, les sources d'énergie autonomes, tout ce qui est conditions de circulation, les natures des parcours, les tournées, les missions, ça c'est vraiment important, et tout ce qui est le conducteur et l'effectif transporté aussi, puisqu'en fonction des postes, des métiers, ça c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment être différentes d'une entreprise à l'autre. Donc là, ça sera plutôt un accompagnement spécifique qui peut être fait par rapport à ça. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, et pour finir sur ça, tout ce qui est important, c'est aussi le suivi et la maintenance de ces véhicules. Donc là, un exemple sur la diapositive, on vous a mis un exemple de carnet de suivi qui peut être mis en place par des responsables de parc, par exemple, pour permettre une planification et un suivi des entretiens des véhicules. Ça, c'est vraiment important sur le matériel avec le carnet d'entretien. Voilà, vous avez le lien pour retrouver ce document si vous intéresse. La diapo suivante va illustrer, alors je dirais non seulement l'exemple qu'a donné le docteur Bonnet sur ce que son entreprise avait décidé de travailler, c'est la gestion des communications. Vous le savez, nous sommes inondés de techniques d'information et de communication, que ce soit, comme disait M. Ploquin, les smartphones, mais également la gestion des mails pour les personnes qui sont en dehors de leur entreprise et qui sont assez nomades. Vous avez également, donc à ce niveau-là, la possibilité, véritablement, vous ne pouvez lutter contre, je dirais, ce risque du détournement d'attention au volant que si vous allez identifier, caractériser pourquoi on utilise ces TIC, ces techniques d'information et de communication. Donc là, toujours pareil, mobilisation pour avoir un dialogue social, mais également professionnel, pour pouvoir mettre en œuvre des actions par un protocole de communication. Alors, j'ai vu qu'il y avait dans le chat une question sur le questionnaire. C'est la diapositive suivante, s'il vous plaît, Stéphane. Donc là, quels critères allez-vous évaluer? Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Sur le net, vous allez pouvoir trouver plein d'exemples de questionnaires que vous allez pouvoir soumettre à vos collaborateurs sur la base du volontariat. Attention de ne pas trop être intrusif, toujours en collaboration avec l'aval effectivement des instances représentatives du personnel. Le but n'est pas du tout de fliquer, le but est de comprendre pour pouvoir agir et pour pouvoir faire la prévention primaire. Donc voilà, je vais uniquement vous lire la colonne de gauche sur les indicateurs. Peut-être essayer d'investiguer sur les motifs des appels, pourquoi on utilise le téléphone. La durée des appels, ça vous pouvez avoir affaire, je dirais, à aller investiguer au niveau des fadettes, mais sans avoir obligatoirement la personne qui a émis l'appel ou reçu l'appel. À quelle heure on est le plus sollicité, le nombre d'appels, appels reçus ou émis, et la provenance des appels pour faire le lien avec l'urgence, parce que certains métiers ont besoin d'être en relation constante avec, je dirais, l'entreprise et avec le siège social. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie, et n'hésitez pas à faire appel à vos équipes pluridisciplinaires managées par le médecin du travail. Moi, j'aimerais bien avoir une entreprise en Occitanie, ça me donnerait vraiment envie de faire appel à vous, parce que merci pour ces outils de sensibilisation, ces conseils et ces propositions, parce qu'au fond, c'est une
propositions d'intervention. Et c'est pas fini, on va voir d'autres choses. Mais pour ce qui concerne les 3 interventions, je voudrais vraiment en 2 mots revenir sur une ou 2 choses. Le docteur Manon Bonnet a prononcé des mots qui sont extrêmement forts à mes oreilles. Elle a dit que le risque routier, c'est du management. Effectivement, c'est un management des ressources, un management des personnes, et ça, c'est extrêmement important. Et qu'il s'inscrit, et ça, c'est également très fort, dans un engagement nécessaire de la direction. S'il n'y a pas d'engagement au niveau de la direction, un engagement qui entraîne l'engagement de l'ensemble des forces de l'entreprise, il ne peut pas, à mon humble avis, y avoir de prévention du risque routier qui soit efficace sur le long terme. Est-ce que là-dessus, vous partagez mon avis? Alors, le docteur Bonnet a quitté la scène. Je ne sais pas si elle a la possibilité de revenir pour répondre. Écoutez, on va la laisser tranquille. Donc, et puis, pour ce qui vous concerne, vous mesdames, Nelly Vilanti, j'ai bien aimé, si vous voulez, quand vous dites que, au fond, vous, avec votre œil extérieur et surtout l'expérience de terrain multi-entreprise que vous avez, vous pouvez apporter des idées nouvelles en permanence. Et on oublie de dire quelquefois que la prévention du risque routier et ces fameux 4 piliers que vous avez repris et qui sont effectivement très efficaces s'inscrivent dans une boucle d'amélioration continue dans laquelle on bénéficie, si on fait une analyse objective, des résultats et de l'analyse des résultats du cycle précédent pour essayer, avec des idées nouvelles ou en améliorant les actions précédentes, qu'on essaie de s'améliorer dans le cadre de cette boucle d'amélioration continue. Je crois que la prévention du risque routier s'inscrit tout à fait là-dedans. Puis j'ai une petite curiosité vis-à-vis de Noémie Père. Est-ce que, j'ai évoqué à un moment donné les effets de la crise sanitaire. Est-ce que vous constatez une montée du stress, une augmentation de la consommation des différentes substances médicamenteuses ou anxiolytiques, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous repérez? Voilà, pouvez-vous nous éclairer un tout petit peu là-dessus très rapidement, parce que c'est pas le sujet principal. D'ailleurs, c'est un sujet en soi sur lequel il faudrait pratiquement revenir en tant que tel. Oui, bien sûr. C'est une période qui est particulière, effectivement. Là, on en a parlé par rapport au questionnement sur les consommations, notamment, puisque c'était votre question aussi. On en a parlé pour la conduite, mais je pense que c'est important aussi de le déployer plus largement sur tous les secteurs d'activité, même quand il n'y a pas cette conduite-là, parce qu'effectivement, la période est particulière et on a beaucoup de salariés qui sont aussi en demande d'aide par rapport à ça. Les confinements ont été aussi un exhaustif pour ces consommations-là et pour des gens qui sont quand même en détresse aussi aujourd'hui. Donc oui, c'est vraiment les entretiens et les visites médicales aujourd'hui, effectivement, prennent en charge aussi cette période qui est compliquée. Donc il faut que on soit attentif à cela, sans être forcément compétent pour y répondre, mais être au moins attentif à ces phénomènes. Excusez-moi, docteur Bonnet, je vous avais un peu interpellé. Non. Simplement pour relever les mots forts que vous avez employés. Oui, excusez-moi, j'ai entendu. Et ça, vraiment, ça m'a frappé parce que je trouve vraiment ça fondamental. Ouais. Alors, à mon sens, c'est particulièrement important que l'employeur, que la direction soit partie prenante de l'action mise en place. Et ça ne peut d'ailleurs fonctionner que si c'est le cas. Et je pense que c'est important de vraiment travailler en équipe, la direction, les représentants du personnel et les salariés et le service de santé au travail pour que cela puisse mener une action concrète qui puisse porter ses fruits derrière. Et je rebondis sur ce que disait Noémie. C'est vrai que ça me semble important lors des visites médicales et entretiens infirmiers de vraiment interroger les salariés et de les mettre à l'aise pour pouvoir aborder les sujets des consommations de substances psychoactives qui peuvent, pour les personnes qui conduisent, mais pas seulement, qui peuvent avoir des conséquences et être en lien avec les conditions de travail également. Oui, surtout dans cette période de crise sanitaire, beaucoup sont stabilisés et peuvent avoir tendance à consommer davantage. Enfin, ouais. D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Écoutez, je vous propose maintenant de la parole à M. Stéphane Watch, conseiller en prévention à l'OPP-BTP, qui est un de nos grands partenaires au niveau national et sur l'Occitanie, d'ailleurs. C'est à vous, M. Watch. Oui, bonjour, merci à vous. Je vais vous parler très rapidement, parce que je pense qu'on est déjà énormément à la bourre. Sur les ressources et les outils qui sont mobilisables pour les entreprises, donc le groupe de travail du PRST3 a créé spécifiquement pour l'occasion un kit risque routier professionnel pour les entreprises.
l'objectif de cette action, ça fait maintenant plusieurs mois, voire même années qu'on travaille dessus. Donc, l'objectif de l'action était d'accompagner les entreprises pour la prise en compte du risque routier professionnel. Et notre objectif est également d'avoir un outil global de prévention qu'on peut donner aux préventeurs, mais qui sont surtout à destination des entreprises. Donc, ce kit, il se compose de quoi? Il se compose de 9 fiches ou 9 outils. Donc, rapidement, on verra après dans le détail. Une plaquette d'interpellation sur le risque routier professionnel, un autodiagnostic, on en a parlé, je l'ai vu également qu'il y avait une question pour savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver cet autodiagnostic. Et bien forcément dans ce kit du risque routier, il y aura une vidéo de sensibilisation qui dure 2-3 minutes, vous voyez, sous la forme d'un vidéo scribe sur le risque routier professionnel qui permet d'ouvrir une discussion, donc qui est plutôt intéressant. Vous avez un diaporama qui ressemble fortement à celui que vous avez pu suivre aujourd'hui, qui va aussi vous aider à pouvoir animer de la sensibilisation auprès de vos salariés. Si vous faites une manifestation en entreprise, vous avez la possibilité de pouvoir faire d'avoir une fiche d'évaluation à votre disposition. Et ensuite, alors c'est pas très positif, hein, mais malgré tout, vous avez 2 fiches d'analyse d'un accident du travail. Un pour le chef d'entreprise et un aussi pour le préventeur qui vous permettra de pouvoir analyser dans de bonnes conditions un accident de travail pour éviter la récidive prioritairement. Et enfin, vous avez un fichier Excel qui va recenser, alors c'est pas forcément exhaustif, mais vous avez retrouvé un bon nombre d'outils existants de différents partenaires, hein, des CIS, de l'INRS, de l'OPPVTP dont je fais partie, etc. Vous allez retrouver plein d'outils. Vous avez donc une plaquette, on retrouve dans le détail sur 2-3 outils. Hein. Donc une plaquette d'interpellation que vous pouvez plier en 3 et que vous pouvez distribuer à vos salariés éventuellement. Le fameux autodiagnostic du risque routier, dont l'objectif est de faire un diagnostic de votre entreprise en vous posant bien sûr les bonnes questions et on vous aide à travers ces questions-là. Cet autodiagnostic vous permettra de mettre en place un plan d'action en prévention pour le risque routier. Ça va également vous aider pour la mise à jour de votre document unique, hein, tout simplement. Vous avez aussi donc l'analyse accident du travail du risque routier. C'est un document de la CARSAT qui est fait avec la méthode VECO. On essaie d'analyser à travers le véhicule, l'environnement, le conducteur et l'organisation pour vous aider à analyser un accident du travail lié au risque routier. Et enfin, le fameux fichier Excel qui vous donne en fait un recensement des différents outils sur le risque routier. Donc, il y a différents outils avec des liens hypertextes. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien hypertexte et vous tomberez directement sur les différents outils qu'on va pouvoir retrouver sur le web. Vous allez me dire où est-ce qu'on va pouvoir télécharger ce fameux kit risque routier professionnel. Eh bien, vous allez pouvoir le retrouver sur le site du PRST Occitanie. Donc, vous avez un lien ici. Donc, vous allez sur le site www.prst-occitanie.fr. Et vous allez pouvoir tomber sur le kit de prévention du risque routier professionnel. Et tout à fait en bas, vous allez pouvoir le télécharger facilement et gratuitement, ce kit à disposition des entreprises. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci mille fois, Monsieur Watch. Écoutez, merci encore pour tous ces supports, des supports extrêmement concrets. Je pense que les entreprises y trouveront vraiment leur bonheur. Je crois que, bon, comme vous l'avez dit, il faut aller vite. Donc, nous sommes en plein dans la semaine de la sécurité routière au travail, Monsieur Legras. Vous allez nous en parler. C'est pas un hasard si notre rencontre aujourd'hui se situe cette semaine. Donc, Monsieur Philippe Legras, je vous donne la parole. Oui, mais merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je fais une rapide intervention pour vous signaler qu'effectivement, cette semaine du 17 au 21 mai, c'est la semaine consacrée à la sécurité routière au travail. Donc, vous avez ici un lien sur la diapositive
je pense que vous pourrez aussi le retrouver dans le chat, qui vous permet d'aller sur le site de la délégation à la sécurité routière, qui, pour cette semaine, donc, réserve un espace sur son site internet qui est consacré au risque routier professionnel. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Sur ce site, donc, vous pouvez retrouver entre autres des quiz, différents quiz qui vont vous permettre de tester en fait vos connaissances sur le risque routier et de partager ces connaissances avec vos salariés. Donc là, il y a quelques exemples, mais il y a un quiz sur le risque routier en particulier, sur les distracteurs, sur l'alcool au volant, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, c'est au niveau national. Pour le niveau local, bon, on en a parlé tout à l'heure avec les services de santé au travail, mais vous pouvez aussi avoir un accompagnement via le cabinet de direction de la préfecture de votre département, auquel est rattaché un coordinateur sécurité routière ou une coordinatrice sécurité routière qui peuvent vous aider à mettre des actions de sécurité routière dans votre entreprise. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a également, qui est rattaché à la délégation à la sécurité routière, un Conseil national de la sécurité routière, plus connu, on l'appelle souvent CNSR. Donc, ce sont des experts qui sont des experts de la sécurité routière qui se réunissent à échéance régulière pour apporter des conseils et des recommandations à la délégation de la sécurité routière. Et là, ils viennent justement de sortir un rapport spécifique qui est consacré au risque routier professionnel. C'est un rapport qui est très récent, parce qu'il est sorti en février 2021. Il s'articule, donc il fait à peu près 35 pages. Vous avez le lien en bas là, de la diapo, et puis vous le retrouverez aussi, je pense, sur le chat pour télécharger ce rapport. En fait, il s'articule autour de 4 axes. Donc, l'idée, c'est d'instaurer un comité de pilotage. Ensuite, accentuer la prévention du risque en mission par le renforcement des exigences réglementaires pour les entreprises les plus concernées. Donc, ça veut dire quoi? Comme je le disais, ce sont des recommandations. C'est pas dit que ça va sortir, mais c'est à partir de ce type de rapport que la réglementation risque d'évoluer. Donc, aborder la prévention du risque trajet domicile-travail par une approche globale de la mobilité. C'est en fait aujourd'hui la mobilité globalement, c'est quelque chose qui va évoluer, qui est en train d'évoluer, la façon de se déplacer, etc. Et ce rapport donc amène des préconisations pour tout ce qui est les nouveaux modes de déplacement, la façon de se déplacer, mais avec l'esprit derrière de la sécurité. Voilà, donc je vous encourage à aller sur le site, à télécharger le rapport. Vous y trouverez des choses très intéressantes sur l'évolution de la réglementation qui pourrait venir dans vos entreprises et impacter vos entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Legras, pour cet éclairage. Moi, vraiment, ce que je constate, c'est qu'il y a un véritable engagement à tous les niveaux. Certes, maintenant, depuis déjà plusieurs années, le risque routier professionnel est une priorité dans le plan. Tout à fait. Et là, on le voit bien, il y a vraiment un engagement à tous les niveaux. Pour aller plus loin, on vous présente ici un certain nombre de sites sur des organismes présents aujourd'hui ou pas, mais qui peuvent vous apporter beaucoup d'informations et des supports également. Il y a entre autres le site du club sécurité routière pour la sécurité routière au travail, qui est un club régional auquel, si vous n'êtes pas encore adhérent, je ne peux que vous conseiller d'adhérer. Et donc, pendant que cette diapo s'affiche, je pense qu'on peut passer maintenant aux questions auxquelles nombre d'entre vous attendent qu'on réponde, n'est-ce pas? Qui est-ce qui résume les questions? Voilà, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Donc, en fait, on a de nombreuses questions et on a très peu de temps aussi pour y répondre, malheureusement. Alors, il y a quelques questions qui reviennent sur les 4 axes de travail, en fait, sur la prévention du risque routier, et ils redemandent quelques précisions, notamment sur la gestion des compétences,
et la communication. Si quelqu'un peut répondre, je laisse la parole. Alors, est-ce que Christian Montpouillat peut commencer, puis peut-être ensuite d'avoir quelques oui, repréciser quelques éléments. Oui, Christian. Alors, sur la compétence, il est bien entendu question de la compétence à la conduite des travailleurs. Et sur les aspects communication, plutôt gestion de la communication, ça a été dit dans le témoignage et ça a été également évoqué par Nelly Vilanti. Il est question ici de l'utilisation de téléphones, de tous les objets connectés, et donc d'en prendre compte au fait dans le cadre des mesures de prévention qui concernent le risque routier. Je ne sais pas si ça résume assez bien la demande. Donc l'idée, il est ici question de se poser par rapport à la gestion à l'utilisation de téléphones et des objets connectés, par rapport à la compétence des salariés à la conduite, et donc du coup identifier des mesures qui peuvent être mises en place dans le cadre du document unique sur le risque routier notamment. Oui, merci, monsieur Christian Montpouillat. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, moi je dirais que la formation à plus de compétences de conduite des salariés s'inscrit forcément dans un tout. Le tout, je ne vais pas revenir dessus, qu'on a vu. Juste une anecdote très rapide. Un jour, un chef d'entreprise me dit « Mais les conducteurs ont beaucoup d'accidents, il faut les former. » Oui, monsieur le chef d'entreprise, d'accord. Mais avant de penser à les former, voyons un petit peu comment s'organise votre entreprise, comment elle organise ses déplacements, comment elle choisit à l'équipe, etc., elle entretient ses véhicules. Et quand tout cet environnement-là aura été traité, à ce moment-là, on verra quelles sont les compétences complémentaires dont ont besoin les salariés. Ça ne veut pas dire que ça passe en dernier, mais ça veut dire que ça s'inscrit forcément dans un tout pour que ce soit efficace. J'ai l'air de rabâcher un petit peu, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, un message que j'ai à cœur de faire passer. Alors, bien sûr, ça peut aller de la formation spécifique à tel type de véhicule, et j'ai bien aimé, je vais le redire, l'outil miroir là, qui permet aux conducteurs de juger de leur propre comportement. Et c'est un des meilleurs moyens, comme une analyse d'accident, après accident, c'est un des meilleurs moyens de contribuer à la formation continue des conducteurs sur un meilleur comportement au volant. C'est plus un problème de formation en termes de comportement qu'un problème technique, parce que bon, pour les entreprises de transport poids lourds, il y a des formations obligatoires, FCO, FIMO, etc. Pour la prise en main de certains véhicules. Les constructeurs maintenant proposent aussi des formations. Et je pense que c'est beaucoup une prise de conscience comment dirais-je, du comportement et d'une amélioration du comportement. Voilà. Et d'ailleurs, pour compléter, dans le kit risque routier professionnel, il y a un diaporama socle qui aborde les 4 domaines avec des exemples précis. Donc, je vous invite à aller consulter ce kit pour avoir un exemple des mesures qui peuvent être mises en place dans le cadre des 4 domaines de prévention du risque routier. Je voudrais ajouter également, pour répondre et pour compléter, vous avez des métiers de la route et des métiers sur la route, et vous n'allez pas du tout appréhender et faire de la prévention dans votre entreprise selon ces cibles-là. Et comme disait monsieur Gérard Ploquin, les mobilités en entreprise, c'est un système dont les composantes se parlent et s'interrogent. Et ne faites jamais, je dirais, cette évaluation seule dans votre coin. Allez sur le terrain, allez voir la réalité, demandez à vos salariés ce qu'ils vivent, travaillez main dans la main avec les instances représentatives du personnel. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. Les services en santé au travail ou des professionnels experts, notamment sur les formations, sont à votre disposition pour vous aider. Autre question? Alors, un autre thème qui a soulevé quelques interrogations, c'est pour Christian, c'est les référents en fait en santé et sécurité au travail, et c'était savoir s'ils étaient obligatoires dans toutes les structures, peu importe l'effectif ou pas. Donc, je laisse Christian apporter quelques précisions là-dessus. Merci.
Alors, du coup, il n'est pas question d'effectif par rapport à cette obligation, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a donc l'obligation qui est effective, qui concerne donc toutes les entreprises, quels que soient les effectifs. Oui, OK. autre question? Alors, et l'autre question toujours en lien avec les références, c'était comment ils pouvaient être formés. Alors, il y a donc l'INRS ou les CARSAT qui proposent des formations de référence santé sécurité au travail. Je pense également de mémoire au niveau des services de santé au travail, il peut également exister des formations de référence santé sécurité au travail. Et donc, Nelly, si tu peux en dire deux mots. Oh, Nelly n'entend pas. Ah, si elle arrive. Si, oui, tu disais, Christian, excuse-moi, le temps de… Et donc, on parlait de la formation des référents santé sécurité au travail. Oui, votre service en santé au travail, en fonction de vos besoins, peuvent vous accompagner sans aucune difficulté là-dessus. Toutefois, nous ne sommes pas pour le moment des organismes de formation, bien que la réforme va peut-être changer tout ça. Et donc, du coup, sans pour autant être un OF, un organisme de formation, on va pouvoir effectivement travailler avec vous, les déroulés pédagogiques si nécessaire et les objectifs de votre formation en fonction justement des personnes que vous voulez monter en compétences. Donc, n'hésitez pas, on est toujours votre conseiller, votre interlocuteur privilégié là-dessus. Et même si votre service en santé au travail ne peut pas, il vous dirigera dans tous les cas vers la bonne personne. Alors effectivement, Nelly, c'est bien ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, il y a pas mal de questions. Alors, il y a eu des questions sur le travail, sur le système de travail isolé qu'on est en train de déployer sur les transports du clos. Il y a eu des questions, c'est comment sensibiliser les salariés sur les addictions, sur le risque routier, etc. Et effectivement, les services de santé au travail, soit peuvent le faire directement, ou soit peuvent vous réorienter vers d'autres organismes, en fait, pour pouvoir réaliser ça. Donc, voilà. On ne fait pas de la pub, on ne se fait pas de l'autopub, mais c'est pour vous dire que voilà. Contactez-nous. Moi, je voulais juste préciser une chose par rapport aux référents sécurité chargés de prévention. On rappelle bien que ce n'est pas un professionnel de la prévention. C'est-à-dire que ce décret de juillet 2012 demande bien à ce que les entreprises, quelles que soient les entreprises et quel que soit le nombre de salariés, comme l'a justement dit Christian, doivent avoir un monsieur ou madame sécurité, mais attention, on l'utilise bien comme un relais prévention auprès du chef d'entreprise. Ce n'est pas un pro, ce n'est pas un responsable qualité, sécurité, environnement. On a bien affaire à quelqu'un qui a une petite fibre sécurité qui peut permettre d'être le relais auprès du chef d'entreprise et qui n'est parfois plus sur le terrain. Donc, il peut faire appel à cette personne pour faire passer des consignes, faire remonter des informations du terrain, donner un coup de main au chef d'entreprise pour la mise à jour du document unique ou pour un plan de formation, etc. Voilà. C'était juste cette précision que je voulais vous apporter. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors après, il y avait d'autres questions aussi sur des organismes en fait, de formation qui feraient l'éco-conduite. Donc, nous, on a répondu côté transport du clos, l'organisme qui fait. Si vous avez d'autres organismes ou alors un endroit où on peut les trouver. Voilà, il y a quelqu'un qui demande en fait comment réaliser ce type de formation sur les éco-conduites. Alors, effectivement, vous avez bien fait d'indiquer Aftral, puisqu'on c'est une structure qu'on va retrouver un peu partout. Et donc, pour moi, c'est le formateur idéal. Et après, il n'est pas exclu de contacter d'autres organismes de formation qui forment sur l'éco-conduite. Il doit en avoir pas mal sur le marché. Et d'ailleurs, en faisant une recherche sur Google, on doit pouvoir trouver des organismes de formation en éco-conduite. Alors, c'est vrai aussi, je vois une question sur simulateur de vitesse. Je ne sais pas si ça signifie simulateur de conduite, mais maintenant, c'est quelque chose qui est assez bien répandu. On peut simuler des situations de danger, apprendre à les anticiper. Bon, je pense qu'on peut trouver ça également sur Internet, Christian. OK. D'autres questions?
Bon, après, il y a d'autres questions, mais je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent des services de santé au travail et on les réorientera en fait plus précisément. D'accord. Alors, est-ce que c'est le moment de conclure cette rencontre? Oui. Ben, écoutez, moi, je peux dire que je l'ai trouvé à la fois très riche. Merci aux organisateurs qui l'ont extrêmement structuré. Les interventions étaient riches et même passionnantes. Je souhaite, mais j'en suis convaincu, que les entreprises qui nous ont rejoints, elles étaient nombreuses, vont trouver vraiment beaucoup de matière en matière de conseils, de ressources, de possibilités d'intervention, et que bon, bah, ça me conforte dans cet optimisme selon lequel on continuera encore longtemps à faire des progrès dans le risque routier en général et sur le risque routier professionnel. En tout cas, moi, j'ai été ravi de vous rejoindre, je dirais une fois de plus, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de personnes qui sont là. Merci, et puis bah, j'espère qu'on aura d'autres sujets, on en a évoqué quelques-uns d'ailleurs, qui nous permettront de nous rencontrer. Peut-être pas d'ailleurs en distanciel, mais peut-être à nouveau en présentiel. En tout cas, je l'appelle de tous mes voeux. Alors, juste pour finir, avant de nous quitter, je remets le lien de téléchargement du support et du replay. Donc, les supports et le replay seront disponibles demain après-midi via le lien que vous avez dans le chat. Merci à tous et à toutes. Voilà, vous avez tout pour faire une bonne prévention des risques routiers. Au revoir à tous et puis j'espère à bientôt. Au revoir.